sahéliens, on parle d'Europe. Je ne peux pas s'imaginer que le terrorisme, c'est quelque chose d'éloigné. Non, le terrorisme, malheureusement, on a pu subir des frais en Belgique, à Paris, et je crois que plus que jamais, nous devons rester mobilisés en ce qui concerne la prévention et la lutte contre le terrorisme. Moi, je suis animé par la volonté d'appuyer là où ça fait mal. C'est un conflit qui dure depuis 40 ans maintenant, et il y a des populations qui sont prises en otage dans ce conflit, qui les dépasse. Alors, je me suis dit, voilà, avec le métier que je pratique, qu'il faut quand même que je participe plus ou moins à avancer dans ce conflit. Il ne faut pas attendre encore 40 ans pour voir Daesh se rapprocher et dire, voilà, j'aurais dû faire. Il faut qu'on fasse maintenant, il faut qu'on agisse maintenant. Ces populations doivent vivre dignement. Ils vivent dans des situations rentables, ils n'ont plus de perspective d'avenir. Alors je me suis dit, voilà, il faut que je fasse passer le message. Ce film, ce documentaire qui est fait avec très peu de moyens, permet aussi de relever le débat. C'est ça peut-être l'objectif. C'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de difficultés à trouver des sources, parfois sur Internet. C'est très contradictoire. Donc, vous savez, dans le film, j'ai toujours presque 3-4 chapitres. Et le but ici, c'est de dire, voilà, il faut maintenant en avancer. J'ai eu la chance ou la malchance de suivre un certain nombre de choses depuis les affaires du Niger et les affaires de Touareg du Niger. C'est un peu difficile et délicat aussi de s'exprimer devant des experts tels que vous. Mais moi, je vivais un peu sur le terrain ce qui s'est produit depuis les débuts de ces affaires au Niger, avec les sécessions qui ont eu lieu, qui ont été négociées d'ailleurs essentiellement à Ouagadougou. J'ai suivi également de près les négociations concernant les étrangers, puisque c'était essentiellement les étrangers qui étaient, les otages étrangers qui ont été concernés par les opérations menées par le Burkina Faso et le président Compaoré à l'époque, pour faire libérer ces personnalités, dont Madame, d'ailleurs, puisque malgré la discrétion à l'époque de l'État burkinabé et du président Compaoré, tous les otages passaient par un passage obligatoire de Ouagadougou. À ce titre, j'ai été conduit à aller récupérer un certain nombre d'otages, dont des Espagnols, à la limite de la frontière algérienne, dans des conditions qui sont assez surprenantes, puisque nous nous sommes posés dans un endroit, on nous a récupérés, on nous a emmenés ensuite, nous étions 3, donc 2 militaires, et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de difficultés à se battre contre ces gens, puisque nous négocions, donc il fallait être diplomate et surtout ne pas le vexer, ni le fâcher, puisqu'il y avait quand même la vie de 7 à 8 personnes qui étaient en jeu chaque fois. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient une connaissance du terrain qui nous échappait complètement, parce que malgré les troupes françaises qui se trouvaient sur le terrain, on pouvait circuler dans ce désert d'une façon tout à fait anonyme, dans la discrétion la plus absolue, et sans savoir très bien où nous étions. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle de trafiquant. C'est par ce biais que nous avons pris contact avec un certain nombre de terroristes et de preneurs d'otages, et entre autres avec le fameux Mokhtar el-Mokhtar que nous appelions, et vous devez le savoir, je pense, le Cheikh Malboro, puisque ses principales activités dans les années 80 étaient de faire du trafic de cigarettes et essentiellement de copies de Malboro. Et puis il y a des choses qui nous ont échappé, qui ne nous ont pas échappé, mais qui échappent souvent à l'information qui est diffusée souvent par les grands médias. Ce sont des choses très graves qu'on oublie vite. C'est par exemple l'affaire des Boeing de la drogue qui sont posées dans le désert malien, avec à l'époque la complicité du pouvoir malien, en l'occurrence le directeur militaire du cabinet du président de l'époque. Donc tout ça est très grave parce que c'était des Boeing qui arrivaient chargés jusqu'au plafond de drogues diverses et variées, qui étaient distribuées à une vitesse folle à travers l'Afrique, mais essentiellement vers l'Europe, et qui étaient brûlés dans l'instant.
ce qui représente des sommes astronomiques, mais qui manifestement paraissaient tout à fait secondaires. Brûler un Boeing 737 ne posait aucun problème, quel qu'en soit le coût, même s'il était usagé, par rapport à la marchandise qui était transportée. Et puis il y a d'autres événements qui sont produits encore tout récemment. Je vous donne tout ça parce que ça donnera l'occasion d'un débat probablement, qui concerne le Niger. Il faut savoir par exemple qu'il y a moins de 3 mois, il y a eu un scandale au Niger qui a complètement passé inaperçu finalement chez nous. Je pense que vous l'avez suivi de près, parce que vous êtes spécialiste, qui est celui de 200 milliards d'uranium qui ont disparu et qui ont été vendus on ne sait pas à qui. Et aujourd'hui, ces 200 milliards d'uranium qui ont été vendus avec la complicité probablement d'officiels de ce pays, qui est pourtant lui très menacé, et très très menacé par le terrorisme, ces 200 milliards sont partis. Alors où sont-ils? Sont-ils dans les mains des terroristes? Sont-ils dans les mains de personnalités du Moyen-Orient? On n'en sait rien, enfin, en tous les cas, moi je ne le sais pas. Mais tout ça démontre, si vous voulez, que cette région est extrêmement fragile et qu'il s'y passe des choses qui peuvent être extrêmement menaçantes sur le monde la matière première qui vient essentiellement d'un détournement de la production d'Areva. On se demande où on peut aller et ce qu'on peut faire avec ça, que ce soit, paraît-il, en Afrique du Sud, et je doute fort que ce matériel soit resté en Afrique du Sud. Voilà un peu quelques idées lancées en l'air. Et puis je voulais dire aussi une chose, lorsque nous avons récupéré ces personnalités qui ont été victimes de ces preneurs d'otages, nous avions une discussion qui était surréaliste. À un moment donné, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait au maximum une centaine de personnes qui étaient sur le camp militaire, qui avaient réalisé ces opérations et qui avaient détenu successivement des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Autrichiens, et des Anglais, pardon. Et nous nous sommes demandé comment on pouvait tenir à 100 personnes une opération comme celle-ci. Et le fameux Mokhtar el-Mokhtar nous a dit, mais vous savez, nous vous remercions, vous les Occidentaux, parce qu'en fait, c'est vous qui faites notre propagande et qui faites notre communication. Nous n'aurions pas les moyens de faire une communication telle que celle-ci, celle que fait la mairie de Paris, par exemple, en affichant les portraits des otages, celle que font les chaînes de télévision en diffusant tous les jours les portraits de personnes arrêtées. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est un cas de conscience terrible, c'est de se dire que finalement, quoi qu'on fasse, on est manipulé par ces gens. Et on s'aperçoit que même dans les élections françaises, encore, qui viennent d'avoir lieu, on est aussi manipulé, mais je ne parle pas des élections françaises, j'en parle parce que... Ce film que nous venons d'assister, nous venons de voir, pour moi, s'inscrit dans la même logique, et c'est pour ça que je la remercie très sincèrement pour toutes les informations que cela nous apporte. Et en tant que parlementaire belge, comme je disais, j'ai eu la responsabilité de collaborer activement avec des collègues d'Allemagne qui certains connaissent énormément, qui sont spécialisés du sujet dans le groupe de mon parti, le CDH, n'est-ce pas, ou encore dans les SAMAS, qui avons rédigé un bon document très apprécié par les instances internationales, notamment les Nations Unies, sur les phénomènes et les processus du radicalisme, qui sont, pour moi, la conséquence du film que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Je suis originaire du Congo. Dans la région où j'ai fait mes études, où je ne suis pas né, vous avez probablement entendu que 2 missionnaires des Nations Unies ont été enlevés, séquestrés, décapités, et j'attends toujours les réactions de toute une série d'institutions internationales. Alors si je prends le Congo un peu plus bas que le triangle du danger qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est pour montrer le risque et les dangers des proliférations et de propagation de tous ces mouvements qui semblent inquiéter certains d'entre nous, mais visiblement, j'ai le sentiment quand même que les réponses qui sont données aujourd'hui ne sont pas celles qui devaient être faites. Le film nous montre le trafic divers qu'il y a. Les spécialistes vont le dire, ils l'ont dit, ils connaissent, ils ont des sources, ils ont des éléments. Mais de ce qui me revient du pays dont je suis originaire, un peu plus dans le sud, quand on a regardé la carte, il y a des véritables risques qu'il y ait des connexions très très importantes. Vous savez, quand les terroristes vendent de la drogue qui ne produisent pas, à chercher qui viennent d'Amérique, quand vous allez leur laisser l'accès aux mines d'or, c'est-à-dire il suffit de creuser quelques mètres pour trouver du sable et tamiser et avoir des lingots et des kilos d'or, quand les terroristes auront accès à des mines d'or, certains d'ailleurs ont accès à des mines de diamants, qui est une matière que j'ai travaillé un peu quelque temps comme indépendant, mais j'apprécie. Le diamant, c'est aussi affectif. Il y a
tous ceux qui l'ont fait savent que c'est de type matière avec énormément d'argent. Donc je me dis, un danger de prolifération qui devrait nous concerner tous et qui pourrait encore avoir des conséquences encore plus dramatiques que ce que nous avons aujourd'hui. Alors Henri, je ne voudrais pas, parce que nous sommes nombreux à pouvoir intervenir sur le sujet, et j'en profite peut-être pour dire quelle est la cause de toutes ces choses-là à travers le film. Monsieur Laforti nous montre largement bien qu'il y a une déliquescence, une chute, une baisse, une disparition tout simplement des institutions démocratiques des pays qui devraient fonctionner, qui devraient pouvoir assurer la sécurité. Ce film, qui est un documentaire, il a d'abord, me semble-t-il, une première qualité, c'est l'équilibre, l'honnêteté, la recherche de la vérité et un alliage équilibré entre l'analyse géopolitique et les histoires humaines. Parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière les analyses qu'on peut faire pour essayer de comprendre la réalité des dynamiques géopolitiques en cours dans cette région, il y a des personnes. J'ai été particulièrement touché par le témoignage de Madame, qui est ici parmi nous, et particulièrement impressionné par le fait que malgré ce que vous avez vécu, vous montrez beaucoup de sérénité, vous êtes paisible, vous n'êtes pas transformé en machine de haine, ce qui est l'objectif de nos adversaires, et vous avez gardé cette mansuétude qui est essentielle et que nous partageons, je crois, tous ici, sans être pour autant angélique, car il y a des gens qui veulent nous détruire, et évidemment, l'angélisme n'est pas de mise face à eux. Mais cet équilibre entre l'analyse géopolitique et la réalité qu'il y a autant de gens derrière cette économie sordide du rapt, eh bien, elle me semble importante et parfaitement réalisée, et le ton est juste dans ce documentaire, donc bravo pour votre travail que je découvre comme vous. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne l'avais pas vu. Alors, derrière ce conflit terrible, il y a d'abord l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire du Sahara et du Sahel, elle est complexe, elle est passionnante dans le temps long de l'histoire, mais il y a cette idée du pourrissement d'un conflit parce qu'on n'a pas pris en compte l'importance de la souveraineté. La souveraineté des États, c'est essentiel. Quand on néglige la souveraineté des États, et c'est normalement la mission première des Nations Unies, que de consolider, de fortifier la souveraineté des États et la coopération entre les États, et bien quand on néglige la souveraineté des États, comme on l'a fait après la fin de la guerre froide dans cette région du monde, eh bien on aboutit à l'explosion de toutes les frustrations. Et on aboutit à quelque chose que j'avais vu à partir des années 2000, et j'ai commencé à écrire mes premiers articles sur la mutation d'un certain nombre de partisans du Polisario de l'idéologie, disons pour faire simple, de la guerre froide, du marxisme et du tiers-mondisme, vers une nouvelle forme d'idéologie, l'intégrisme islamiste. Et cette mutation, j'ai commencé à écrire. C'était pas facile à l'époque parce que on pouvait tout de suite être soupçonné d'amalgame. On me disait parce que tu défends la position juridique, géopolitique du Maroc, forcément tu es en train d'inventer des liens entre le Polisario et j'ai tout entendu à cette époque. Seulement, je travaillais, déjà comme j'ai toujours travaillé, comme ça a été fait dans ce documentaire, à partir de faits avérés. La collection des faits venant des agences de presse de la région, des différents pays, de ces pays de la frange sahélienne, qui montraient, mois après mois, année après année, le nombre croissant de partisans du Polisario impliqués dans des actions terroristes et impliqués dans des mouvements terroristes dans la zone, et donc basculant dans cette nouvelle idéologie. C'est un effet de transition générationnelle qui a été, je crois, expliqué par les différents experts qui parlaient dans ce documentaire et qu'il ne faut pas négliger. Alors oui, je crois une responsabilité des Nations Unies. Moi, je crois dans le droit international, je crois dans cette belle idée des Nations Unies, et le fait que les Nations Unies n'aient pas su, après la fin de la guerre froide, sortir d'un vieux schéma qui n'avait plus lieu d'être pour apporter enfin une solution au conflit du Sahara occidental, eh bien ça a provoqué ce pourrissement du conflit, et c'est quelque chose qui est très grave.